Bonjour, bienvenue à tous, ceux qui nous rejoignent en virtuel et dans cette assemblée au détachement R181. J'ai le grand honneur d'accueillir sur ce plateau Jean-Jacques Favier, qui nous fait l'honneur de parrainer ce forum Aeroplace. Jean-Jacques Favier, je le rappelle, qui est le 6e français à travailler dans l'espace, c'était en 1996, il est aujourd'hui membre de Spartan Race, et donc il est avec Bernard Bardonneau, président de IOSpace. Deux sociétés qui ont un projet assez intéressant, assez fantastique, c'est celui de déployer des modules sur des missions lunaires, peut-être un jour sur Mars, des modules prêts à emporter, c'est peut-être prêts à gonfler. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur comment ça fonctionne. En tout cas, ça s'appelle EuroHub. Je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup pour votre accueil et pour la chance que vous nous donnez de parler un peu d'un de nos projets communs, donc à IOSpace, représenté par son président, Bernard Bardonneau ici, et par Spartan Space, une autre start-up métropolitaine récente qui a pour objectif de développer des habitats dans des conditions extrêmes, du spatial au sous-marin. Alors aujourd'hui on ne parlera pas de sous-marin, encore qu'à la Réunion il y aurait de quoi dire aussi, peut-être que la prochaine fois je ne reviendrai pas en parler. Aujourd'hui je vais me concentrer sur l'application spatiale des habitats que l'on développe à Spartan Space et qui seraient exploités sur place à la Réunion par IOSpace. Donc, il s'agit d'habitats très originaux qui sont destinés à des missions lunaires et martiennes, pourquoi pas un jour, et qui viendraient en complément d'autres développements, d'autres habitats que les grandes agences spatiales développent aujourd'hui, en particulier la NASA, puisque vous savez certainement que la NASA a annoncé le retour des humains sur la Lune à travers un programme appelé Artemis. Artemis, c'est une déesse qui était la sœur d'Apollo. Donc on voit le lien entre le programme Apollo et le programme Artemis. Et étant une sœur, donc l'idée c'est d'envoyer une femme sur la Lune aussi, dans un des équipages. Donc ce programme suit un cours normal. Bon, au niveau des échéances, c'est un peu, le propre du spatial. Ça bouge, ça glisse un tout petit peu, mais on peut imaginer que d'ici 2027, ces premières missions aient lieu. Et à partir de là, l'idée, c'est d'avoir en permanence des hommes et des femmes sur la Lune, comme on en a à l'heure actuelle dans la Station spatiale internationale, avec Thomas Pesquet, qui, vous le savez, depuis hier, est le commandant de la station. Donc la première fois pour un Français, commandant de la station internationale ISS. L'idée d'EuroHub, c'est d'avoir en fait une structure qui soit légère, qui soit flexible, qu'on puisse en fait déplacer d'un point à un autre, et qui arrive en complément, comme je le disais, d'infrastructures plus lourdes, et aussi qui pourra servir en cas de dépannage ou d'accident, etc. Donc en envoyant sur place, là où les astronautes sont en difficulté, l'habitat pour pouvoir les protéger. Voilà. Donc il est gonflable, c'est ça sa grande originalité par rapport à ce qui se construit en dur aujourd'hui, donc beaucoup plus léger, et il est mobile, il peut se déplacer soit sur un rover, soit même pour des déplacements à plus longue distance. Les réacteurs du lander, c'est-à-dire de l'alunisseur qui est en dessous, la boîte noire sous le champignon, pourraient lui servir à aller se déplacer à 200, 300, 500 km plus loin, si besoin était. Donc les caractéristiques d'EuroHub, j'ai commencé à les décrire, un habitat gonflable, léger, automatique, qui permet en fait d'assurer les conditions de vie et de survie, dans certains cas, d'astronautes, jusqu'à 4 astronautes à la fois, pour des missions de 14 à 28 jours. Et le principe en est le suivant. L'habitat arrive en fait dans une caisse compacte, donc ne prend pas beaucoup de place dans la fusée et au décollage. Une fois le lander en place, se gonfle toute seule cette habitation, et de façon à assurer plus tard, lorsque tous les voyants seront ouverts, un équipage qui viendrait de façon autonome se poser à côté et utiliser l'infrastructure. On va y retrouver des systèmes vie à l'intérieur, pour l'énergie, pour l'eau, etc. Pour la protection contre les rayonnements cosmiques, qui est aussi une des difficultés
possibilités que l'on trouve lorsqu'on va sur la Lune et sur Mars aussi. Donc tout ça est intégré dans le concept et donc permet encore une fois des visites pour jusqu'à 4 astronautes de 14 à 28 jours. Alors, où en est-on dans le développement en fait de cet habitat EuroHub? Nous avons développé un premier modèle à échelle 1 qui est exposé à Dubaï donc, lors de la grande conférence internationale IAC 2021 qui donc a lieu en parallèle avec la conférence l'exposition universelle qui vient de s'ouvrir et donc qui aura une très très grande visibilité, je dirais, à l'international et ça on s'en félicite. On a eu la chance d'être sélectionné pour faire partie des expositions et des exposants donc au pavillon de France et à l'IAC. Le premier prototype, donc celui de Dubaï, EuroHub 01, est un prototype en fait de la structure mécanique et la structure gonflable à l'échelle 1. Hein, et par contre, il n'y a pas tous les sous-systèmes à l'intérieur nécessaires pour une vie à bord. Ça viendra avec EuroHub 2, qui est EuroHub OI aussi maintenant, donc océan Indien, puisqu'on veut que des hommes puissent y vivre pendant au moins 8 jours, voire 14 jours. Donc cette structure gonflable existe déjà. Elle est posée sur une maquette de lander ou d'alunisseur. Hein. C'est l'ESA qui nous a aidés à ce développement. C'est nous qui l'avons fait, donc financé par l'ESA. Et l'enveloppe EuroHub elle-même donc, a été cofinancée par le CNES, l'Agence spatiale française. Alors, juste une image pour vous montrer que c'est la vue d'artiste précédente, en fait, prend réalité ici. Donc là, c'est le EuroHub 01 en cours de montage et de gonflage dans un de nos ateliers. Alors, pour EuroHub 2 ou EuroHub OI, en fait, donc la structure restera la même. La structure telle qu'elle est faite aujourd'hui pour les prototypes n'est pas une structure spatiale, c'est-à-dire que ça ne peut pas voler tel quel. Mais c'est le test de concept, c'est un modèle d'ingénierie, et si l'on n'a pas de difficultés majeures, après on n'aura plus, entre guillemets, qu'à spatialiser, je dirais, l'engin tel qu'il est conçu aujourd'hui. Donc la structure gonflable sera la même que pour le prototype numéro 1, sauf qu'il sera équipé de tous les systèmes vie et systèmes d'énergie pour que 4 personnes puissent vivre en autonomie donc, lors des simulations à terre et à La Réunion en particulier. Alors, à La Réunion, il y a un site qui s'impose, je dirais, pour toutes les simulations spatiales, lunaires ou même martiennes. C'est donc le site du volcan et en particulier de la Plaine des Sables, sur laquelle, donc, avec IOSpace, il y a 3 ans déjà, oui, nous avions fait une première simulation en fait, d'un scaphandre. Et que nous avions poursuivi d'ailleurs dans les tubes de lave donc, à côté du volcan. Saint-Philippe. Voilà. Donc le site de La Réunion est pour nous, gens de l'espace ou gens préparant les programmes d'exploration spatiale habitée, un terrain de jeu, je dirais, absolument exceptionnel, parce qu'on y retrouve des conditions d'environnement tout à fait identiques, avec la nécessité de vivre en autonomie complète et de faire en sorte qu'on n'ait aucune trace derrière nous le moment où on le quittera, qui, comme vous le savez, est une des règles d'or pour l'utilisation des sites du parc. Donc ceci a été bien balisé, nous savons comment nous y prendre, et je vais vous montrer à quoi pourrait ressembler une de ces simulations et les scénarios d'utilisation. On a parlé de la Plaine des Sables parce que c'est la plus visible, je dirais, donc, à La Réunion, la plus connue aussi. J'ouvre une petite parenthèse que je referme tout de suite après, mais pour vous indiquer que ce que nous voudrions avec ce développement, avec IOSpace, c'est en fait mettre le public réunionnais le plus
dans la boucle possible et le plus informé du développement de ce programme. Et ce que nous pourrions faire si nous choisissons la Plaine des Sables, c'est développer sur la plateforme, le rempart, voilà, par lequel on arrive avant d'arriver à la Plaine des Sables, en fait une plateforme ouverte au public qui permettrait aux binoculeurs de suivre la mission et les astronautes sans les gêner pour autant et en laissant donc ces astronautes dans leur monde à eux sans interférence avec le public. Mais on pourra suivre. Et comme vous allez le voir dans la prochaine diapo, il y a aussi un autre endroit où on aura ce contact du public. Là, j'ai montré d'autres sites que la Plaine des Sables, ce qu'on a étudié avec Bernard, de façon à pouvoir se rapprocher d'autres configurations ou sites d'atterrissage potentiel sur la Lune, plus ou moins accidentés, plus ou moins en plaine, etc. Ce qu'on voit sur l'image de droite. Et donc, alors, le déroulement de la mission. Donc, sur la Lune, comme je le disais au début, donc, il y a un lander qui a été lancé par une fusée avec un paquet, une charge utile, comme on dit dans notre langage, donc un cube dessus, donc très, très compact, c'est l'image de gauche. Et on veut se placer dans ces mêmes conditions, le plus possible dans les conditions avec nos simulations sur le volcan. Donc, dans le cas du volcan, de la simulation avec le volcan, donc le lander EuroHab arrive avec son paquetage, mais cette fois-ci héliporté. On ne va pas mettre d'alunisseur spatial pour le volcan, mais on arrive avec l'habitat arrive du ciel aussi de la même façon. Va être déposé là et va se déployer tout seul, de façon à pouvoir accueillir quelques heures ou éventuellement un jour ou deux après un équipage, 4 astronautes ou pseudo-astronautes qui viendraient aussi par hélicoptère poser juste à côté. Voilà. Alors là, c'est difficile à lire, mais peut-être que vous le voyez mieux sur vos écrans, les différentes phases de la simulation, les centres d'intérêt que l'on pourrait avoir pour ces simulations. Un point important aussi, et qui recoupe ce que je disais juste avant sur l'interaction avec le public, tout est automatique pour la phase initiale. Il y aura une domotique donc très spécifique et très développée de façon à suivre tous les paramètres internes du système avant de pouvoir envoyer des astronautes et des hommes y vivre. Et donc ça se fait à partir de centres de contrôle. Et notre idée, c'est de mettre en place au musée du volcan, au tampon, une salle de contrôle qui permettrait à nos ingénieurs et techniciens, d'une part, de pouvoir s'assurer que tout se passe conformément au plan, et après, pendant la mission, permettre de communiquer avec nos pseudo-astronautes ici. Il y aurait aussi un centre de contrôle au centre technique du CNES, l'Agence spatiale française, à Toulouse, de façon, par satellite, à être en relation avec EuroHab ici sur le volcan. Donc tout ça dans des configurations tout à fait identiques à ce que l'on trouve dans une mission spatiale. Et donc ça, c'est très important de tester tout cela, et ce sera fait conjointement entre IOSpace et Spartan. Donc le type de salle de contrôle que l'on pourrait avoir au musée du volcan, donc des ingénieurs et techniciens qui suivent le déroulement des opérations, l'image en haut à droite, ce serait celle du volcan, et similaire à l'approche lunaire. Des scénarios de mission, je ne rentre pas dans les détails, mais vous pourrez voir ça par vous-même. Donc il y a plusieurs aspects, donc il y a le développement mécanique dont j'ai beaucoup parlé, mais il faudra mettre en place aussi la source d'énergie qui sera solaire, des panneaux solaires et donc sur la Lune et donc aussi sur le volcan, la boucle de régénération de l'eau, gestion de l'eau, etc. Et puis au niveau, je dirais, des aspects plus scientifiques, donc des tests d'appareillage pour pouvoir analyser, répertorier, récupérer des cailloux et éventuellement les analyser. Et bien sûr, tous les supports vie devront être opérationnels, et ce sera le rôle aussi des astronautes de s'assurer que tout ça fonctionne correctement. Alors, plus pratiquement, la logistique de l'infrastructure serait assurée par IOSpace, qui serait en fait l'opérateur exclusif des habitats EuroHab à La Réunion.
Et donc la mission d'IO-Space, c'est d'assurer le logement avant et après des astronautes avant qu'ils aillent rejoindre Roab, du transport sur site que j'ai déjà décrit pour en fait à la fois l'habitat et puis les astronautes, assurer les repas, etc. et éventuellement les aspects médicaux. Alors pourquoi ce partenariat entre nous? On l'a aussi déjà dit, on a déjà fait ensemble la préparation de certaines simulations sur le volcan, donc en 2018, dans les tubes de lave. Et il y a une bonne complémentarité entre IO-Space, qui est en fait l'exploitant exclusif, aidé pour cela par Aerotech, et Spartan qui arrive en deuxième ligne, en support technique, pour s'assurer que tout fonctionne très bien. Donc la manière et le business plan que l'on a construit est un peu le suivant. Donc il y a à gauche les donneurs d'ordre, ce sont donc les clients entre guillemets. On pense que les agences spatiales françaises et européennes pourraient l'utiliser. On est en contact avec elles pour s'assurer en fait, du volume de missions qu'ils pourraient nous confier. Des industriels spatiaux et non spatiaux pourraient tester des technologies aussi en grandeur. Et on peut imaginer aussi que des clients privés viennent occuper Eurohab pour en fait se mettre dans des configurations de vol. On voit bien les milliardaires aller dans l'espace aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir, pas forcément des millionnaires d'ailleurs, mais des gens capables de payer quand même pour vraiment vivre la vie des astronautes sur la Lune. Et donc parmi les partenaires sollicités, il y a bien sûr les autorisations du site du parc, on l'a évoqué un peu, le centre opérationnel pour la Cité du Volcan, et bien sûr des partenaires, d'autres partenaires publics, c'est la commune du Tampon, la préfecture, les plans de relance, etc., qui ont été sollicités, sont intéressés et sont sur le point de nous donner nos autorisations, du moins on le suppose. Très bien. Voilà. Sur les partenaires publics, vous avez évoqué le parc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Et on a une question là-dessus qui vient du site internet. Qu'est-ce qu'il en est des impacts environnementaux et des études d'impact que vous avez fait et des autorisations que vous devrez avoir ou que vous avez faites déjà? Tout à fait. Donc on a déjà depuis quelques années... Oui, d'accord. On a déjà depuis quelques années échangé avec le parc. Il faut savoir qu'on a une réunion importante le 21 octobre prochain qui va réunir donc la présidence, le directeur et le directeur scientifique. Donc ça va nous permettre d'aller droit au but, malgré que nos échanges sont très, chaleureux, et que nous devrions aboutir à ce partenariat. Voilà. Donc il faut savoir aussi que Jean-Jacques a dit tout à l'heure que les missions allaient durer entre 1 voire 2 semaines. Il faut savoir que sur le parc, sur une année, on devrait avoir à peu près 3 missions maximum. Et il faut savoir qu'entre-temps, le module devrait être et sera entreposé et posé donc à la disposition du grand public et de nos marmailles à la Cité du Volcan. Voilà. Donc on a déjà fait une image d'intégration là-dessus pour que les gens puissent vivre aussi l'espace au plus près. Voilà. Sur quel calendrier vous tablez pour le déploiement D'accord. Alors, pour compléter la réponse, on ne laisse aucune trace sur place, puisque c'était un peu le souci et le sens de votre question. Donc, on est là pour 8 jours, 15 jours éventuellement dans un deuxième temps pour des missions plus longues, 2 ou 3 fois par an, mais on vient rechercher l'habitat, le déposer au musée la Cité du Volcan. Et donc, on ne laisse aucune trace derrière nous. On a géré nos eaux, etc., la nourriture, etc. Il n'y aura pas de souci de ce côté. Donc, en conditions réelles. Oui, absolument. Et donc, le calendrier, aujourd'hui, tout dépend aussi, je dirais, du retour, des autorisations, des soutiens financiers qu'on a sollicités, pour lesquels on est sur le point d'avoir une réponse définitive. Les choses sont bien engagées. On pense que dans 18 mois, au plus tard, on devrait pouvoir avoir les premières missions. D'accord. Oui. Très bien, c'est passionnant. Une dernière question, et là je vais être obligé de rendre l'antenne parce qu'on a déjà dépassé le timing. Dernière question, Stéphanie Moreau qui nous demande si vous travaillez avec notre célèbre réunionnaise Erika Velio sur ce projet. Alors pas avec elle directement là-dessus, on est en contact avec Erika sur d'autres projets d'IO-Space, mais donc cette affaire a été lancée donc il y a bien longtemps déjà entre nous, il y a 6 ans, et sur le point d'aboutir. Donc celle-ci, cette activité, de même que les vols paraboliques, on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais qui font partie aussi des projets d'IO-Space et de Spartan, se feront donc indépendamment d'elle.
Très bien. De toute façon, ça nous fait une habile transition pour la conférence suivante, puisque dans quelques minutes, nous recevons Guy Pignolet qui vient de prendre place dans la salle et qui porte avec Eric Aveillot justement un superbe projet d'éducation spatiale. Merci à tous les deux. Merci d'avoir fait l'honneur de venir sur ce plateau. C'est un grand plaisir. Merci d'avoir parrainé aussi cette édition et je vous dis à très bientôt, dans quelques minutes pour la conférence suivante. Entendu, merci. Il faut lancer les équipes.